Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. De Professeur Moustache qui nous promet qu'on mourra moins bête aux planches du Monde sans fin, ouvrage le plus vendu de 2022, qui nous assure que l'on mourra quand même, en passant par les oubliés de la science et leurs découvertes scientifiques, Sapiens qui devient Dessinée ou encore Sous Terre qui nous livre les clés du sous-sol, la BD scientifique est en pleine expansion. À l'occasion du Festival d'Angoulême qui se déroulera du 30 janvier au 2 février 2025, on s'est penché sur ce média de vulgarisation qui fleurit depuis plus de 10 ans sur les blogs, les réseaux sociaux et dans les librairies. Et avec nous, nous recevons pour cette émission Pierre Robin, doctorant à l'École centrale de Nantes et au laboratoire de recherche en hydrodynamique énergétique et environnement atmosphérique, LHEEA. Bonjour. Bonjour. Vous avez participé en 2023 à Science en Bulle, la BD publiée à l'occasion de la Fête de la Science, qui vulgarise les sujets de recherche sur le thème de l'année. Alors cette année-là, c'était Sport et Science, et c'était illustré par Héloïse Chochois. Et on reviendra ensemble sur le processus pour passer d'une thèse au titre a priori à rallonge à 3 pages de BD, seulement 17 cases au total. Également avec nous à distance Camille Van Belle, journaliste et autrice illustratrice de BD scientifique. Bonjour Camille. Bonjour. Vous avez une formation scientifique avec un master en biologie moléculaire et immunologie, puis vous vous êtes formé au journalisme scientifique à l'ESJ de Lille, avant d'atterrir dans la rédaction de Science et Vie Junior. Et là, un jour, en parallèle des articles que vous écrivez, on vous propose un format BD sur les oubliés de la science. On est en 2018, vous faites alors votre première planche et tous ces portraits des oubliés sont ensuite publiés dans le magazine, avant de finir dans un livre du même nom, sorti en 2022. Alors depuis, d'autres planches de BD scientifiques sont sorties pour le CNRS, pour la Fondation de la Recherche Médicale, mais votre dernière BD en date, toute récente, c'est Dans les pantoufles de Darwin, que vous avez publié avec Adrien Miqueux, et nous verrons ensemble comment vulgariser avec humour les connaissances scientifiques, parfois bien obscures. Nous entendrons également dans cette émission Charlotte, bénévole au Labo des Savoirs, qui s'est intéressée au sous-genre de la BD médicale. Prenez un calepin, les recommandations vont pleuvoir. Vous êtes bien, vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs. Les voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Rendre les sciences accessibles, c'est le défi des chercheurs et chercheuses, des institutions et des journalistes spécialisés. Alors comment expliquer le fonctionnement du machine learning ou le comportement des insectes sociaux sans faire fuir toutes les personnes qui sont un peu éloignées des sciences ou tout simplement qui ne sont pas intéressées? Eh bien, une des méthodes utilisées ces dernières années est la BD scientifique. Des cases au dessin simple, coloré, efficace, permettant de mettre en image des concepts abstraits avec des personnages originaux qui vous expliquent des trucs avec beaucoup d'humour. Camille Van Belle, dans votre BD Les oubliés de la science, vous avez expliqué, entre autres, alors là j'en cite que quelques-uns, la fission nucléaire, la structure en double hélice de l'ADN, la solution des équations cubiques, la matière noire, les pulsars, la première locomotive, la trisomie 21, l'invention du téléphone, l'effet de serre, la composition des étoiles. J'imagine que vous n'êtes pas spécialiste de tous ces sujets, Camille. Alors comment vous avez fait pour expliquer tout ça? Est-ce que pour bien expliquer, il faut déjà bien comprendre? Oui, forcément. Alors quand c'est mon domaine, ça va, j'arrive à me débrouiller toute seule. Je lis, en général, si je les trouve, les papiers des chercheurs et des chercheuses, même si ça date un peu. Et lorsque c'est de la physique, en général, je demandais à Adrien Miqueux parce que il est physicien, il a une formation de physicien, et il est comme moi journaliste scientifique. Donc quand c'était de la physique, je me le faisais expliquer et traduire d'abord. Et ensuite, je trouvais les métaphores moi-même. Pour expliquer la matière noire, j'utilise un gamin qui s'appelle Kevin et qui fait tournoyer un sac à main, par exemple. J'étais assez contente de celle-là. Pour expliquer comment est-ce qu'on a découvert la matière noire. Et en général, c'est des métaphores qui fonctionnent assez bien. Est-ce que parfois vous devez passer un coup de fil à des scientifiques ou vous plongez dans des livres de, je sais pas, de programmes scolaires pour vous rappeler les bases parce que vous êtes vraiment trop loin du sujet et vous n'y comprenez rien? Ou à chaque fois, vous avez des gens autour de vous qui vous expliquent et c'est plus simple? Alors pour les oubliés, j'appelle pas de scientifique parce que j'avais pas le temps. J'avais que 1 mois par oublié.
en ayant un travail à côté. À l'époque, j'avais un CDI, donc en fait, si jamais vraiment il y avait quelque chose que je comprenais pas, j'en parlais tout simplement pas. Plutôt que dire une bêtise, s'il y a quelque chose vraiment ça marchait pas, j'en parlais pas. Par contre, pour mes articles et pour, mes autres BD, oui, là, j'ai appelé des scientifiques, mais pas pour les oublier. Pour les oublier, je me suis vraiment débrouillée avec ce que j'avais. J'ai pas utilisé des programmes scolaires. Il y a une partie sur l'immunothérapie, par exemple, bah, ça, c'est mes cours, ça va. Tout ce qui est biologie, le réchauffement cli enfin comment? Pas le réchauffement, l'effet de serre. Ça, c'est quelque chose, on trouve énormément de schémas. C'est sûr qu'il faut bien trier sa source, mais en général, non, j'ai vraiment pu ou demander à des potes parce que c'était des notions vraiment de base, ou moi j'ai utilisé les miennes. En tout cas, pour les oublier, j'ai pas eu besoin d'appeler de scientifiques. Est-ce que dans d'autres cas, pas forcément des oubliés, mais dans tout le travail que vous faites, il y a par exemple des fois où vous vous retrouvez en reportage sur place, dans les laboratoires, à faire un travail de journaliste, avant de faire un travail d'illustratrice, à prendre des photos et à transformer ça mentalement en dessin? Bah, là, j'en reviens. En fait, j'ai passé là, 6 jours à Nancy pour faire ça. Ils veulent vulgariser, l'université de Lorraine veut vulgariser 11 de leurs labos. J'ai jamais fait un truc aussi gros et donc ça a été un labo le matin, un labo l'après-midi, un labo le matin, un labo l'après-midi, à discuter avec des chercheurs, avec des trucs comme le nanomagnétisme, un labo de droit, un truc sur l'ARN, vraiment des choses très, très différentes. Un labo d'informatique aussi. Je faisais pas la fière pour ça. J'ai moins l'habitude pour l'informatique, c'est assez compliqué. Et donc oui, c'est souvent ce que je fais. Et pour la Fondation pour la recherche médicale, je fais régulièrement des BD pour eux qui sont accessibles en gratuit sur leur site. C'est en 18 cases. Et là, c'est pareil. Je fais ou une visio ou une visite de labo et je parle directement avec les chercheurs. Et c'est moi qui transforme vraiment ce que me disent les chercheurs. L'avantage, c'est que je n'ai pas à fact-checker dans ces cas-là parce que c'est des gens qui sont dans des organismes de recherche normaux. Mais dans ces Heu, cas-là, je discute vraiment avec eux et je transforme ça en dessin. J'essaie de faire le maximum sur place parce qu'il y a des choses, il faut que je leur montre où il y a des métaphores, il faut que je vérifie que ça ne les empêche pas de dormir. Là, j'ai fait une métaphore avec un sandwich à l'université de Lorraine pour une histoire d'ARN. Fallait voir la réaction de la scientifique en face. Est-ce que ça va être la bonne métaphore? Est-ce que c'est quelque chose qui va les choquer? Que eux, et des fois, vont corriger directement sur mon croquis aussi. ah oui, donc pendant la visite, vous êtes avec votre calepin et vous essayez Ouais. d'avoir des croquis, des idées? J'aurais pas mes gags, mais j'ai besoin d'avoir au moins les représentations schématiques parce qu'en fait, eux, après, ils peuvent m'envoyer aussi je leur demande de m'envoyer les papiers de recherche et de m'envoyer leur PowerPoint, tout ce qu'ils utilisent en fait. Même si c'est trop compliqué, ça me permet d'avoir les images quand même. Parce que bah, le tout, c'est de pas de comprendre, c'est de voir à quoi ça ressemble aussi, comment c'est représenté. Et dans ces cas-là, c'est vraiment mieux s'ils peuvent me corriger. Quand je fais le schéma, bêtement, si jamais je fais une cellule qui a une forme de madeleine en général, il va dire: «Ah bah non, il y a un cas où cette cellule à invadopode n'a pas une forme de madeleine dans tel type de cancer», et il va me corriger, il va dire: «On va dire qu'elles sont plutôt comme ça», et il va me corriger la forme, par exemple. Qui n'est pas quelque chose que je peux trouver en cherchant sur internet dans ce cas-là. Donc tout est fact-checké en direct par les scientifiques qui sont en fait la source primaire de l'information? Oui, ça, c'est dans les cas où j'ai ça. Quand je travaille, moi, sur des articles, par exemple, ou plus sur les oubliés, là, non. Mais l'avantage du travail, directement avec les labos et avec les universités, c'est que j'ai le scientifique sous la main. Mmh. Donc en fait, là, j'estime que j'ai toute ma source et j'ai quelqu'un à qui je peux directement poser mes questions, ce qui permet de gagner énormément de temps. Vous travaillez aussi pour Science et Vie Junior. Dans ce magazine, est-ce qu'il y a des choix de sujets, qui sont difficiles puisqu'on s'adresse à un public plus jeune? Est-ce que parfois vous devez renoncer à évoquer certains sujets parce que c'est trop dur de les vulgariser en dessin? Non, alors moi, pour Sciences et Vie Junior, quand je vulgarise, donc c'est ou pour les oubliés et sinon c'est en article. Et donc, dans le cas des articles, par exemple, finalement, les sujets les plus durs à faire sont pas forcément les plus compliqués. En vrai, on peut expliquer des choses extrêmement compliquées aux gens tant qu'on jargonne pas, hein. On peut expliquer la transduction, il y a pas de problème. On peut expliquer des trucs vraiment pointus. Il y a aucun souci. Faut juste pas jargonner. Mais finalement, ce qui a été dur, en tout cas pour certains articles, c'est des choses aussi simples que, par exemple, un truc sur le cri des animaux. Quelle est la chauve-souris au cri le plus aigu, par exemple? Un truc aussi bête que ça, c'est là où on va trouver le plus de fake news et où on va avoir le plus de mal à trouver l'info parce qu'en fait, le scientifique de base, il s'en fiche complètement. Il n'a pas fait de recherche là-dessus. Il ne va pas citer ça dans ses papiers. Laquelle crie le plus aigu, c'est pas sa préoccupation. Donc, on ne va pas trouver ça dans les papiers de recherche. Et si on cherche juste sur Google, on va tomber sur des topicos qui sont faux, quoi. Mmh. Donc, en fait, des fois, c'est des trucs qui ont l'air les plus simples et les plus fun qui sont les plus durs à fact-checker. Là où les informations très difficiles et très complexes, a priori, il y a peu de personnes qui ont écrit dessus, donc on est Mhm. presque plus sûr que, c'est viable. Oui, ou alors ils vont le repréciser. C'est-à-dire que si on parle d'un papier qui ne parle pas tout à fait de ça, mais d'un autre truc,
s'ils mentionnent ce machin compliqué, ils vont le réexpliquer rapidement parce qu'en fait, ils en ont besoin. C'est pas un truc qui est tellement évident ou tellement secondaire ou tellement simple pour enfants qu'ils en parlent même pas, quoi. Donc au moins, on aura les explications. Alors parfois, ce sont les scientifiques qui donnent le sujet. Depuis 2019, à l'occasion de la fête de la science, sort la BD Science en bulle, qui est illustrée par Héloïse Chauchois. Avec nous, nous avons donc Pierre Robin. Vous êtes chercheur au laboratoire de recherche LHEEA de Centrale Nantes. Et votre thèse porte, j'espère que je ne me trompe pas, sur l'optimisation des bateaux de course dans une mer agitée. Alors déjà, pourquoi vous avez participé à l'édition 2023 ? Pourquoi ça vous intéressait ? Je pense que c'était dans une volonté de renvoi d'ascenseur, entre guillemets. Parce que quand j'étais jeune, justement, typiquement, je faisais partie des lecteurs de Science et Vie Junior. Et j'étais très content d'avoir accessible pour le jeune lecteur que j'étais des ressources sur la science. Et en particulier la BD qui est à la fin des Sciences et Vie Junior. Donc je trouvais ça intéressant comme pratique aussi, parce que en fait, en tant que doctorant ou même chercheur, on est amené en conférence à s'adresser à un public qui n'est pas forcément tout à fait du même champ de connaissances que nous. Souvent, il y a un thème évidemment aux conférences, mais il faut toujours se demander dans l'entonnoir du plus large de la science au plus pointu, parce que quand on fait une thèse, généralement on est dans les choses très pointues. Où est-ce qu'on se place dans cet entonnoir? Et donc en fait, c'était le même exercice finalement entre vulgariser ce qu'on fait à une conférence, bon, qui est du coup pour des scientifiques de haut niveau, ou vulgariser pour le grand public pour une BD. Finalement, c'est assez rapproché. Puis ça permet une vraie introspection aussi qui faisait du bien. J'étais au milieu de ma thèse. Voilà. Puis c'était une opportunité assez unique. J'avais beaucoup de soutien de la part de mes directeurs de thèse et des institutions autour de moi. Donc voilà. Vous vous êtes dit pourquoi pas ? C'est ça. Au début, il y avait une sélection. Et en fait, j'ai fait mon dossier en me disant bon, j'envoie et on verra. Et en fait, j'ai été retenu, donc super surprise évidemment. Et comme j'étais toujours accompagné tout du long, en fait, c'était quasiment sans effort, quoi. Donc au passage, si je peux saluer toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet, qui ont beaucoup donné de leur temps, parfois en parallèle de leur métier. Voilà, merci à vous, c'était une super expérience. Alors, on les salue et justement, ces étapes de préparation, vous m'en avez parlé un petit peu en amont de cette émission. Vous avez d'abord envoyé un texte qui vulgarisait votre sujet de recherche. Et dans ce texte que j'ai pu lire, j'ai vu par exemple mécanique des fluides ou modélisation numérique ou alors l'importance des... Alors là, je vais essayer de bien le prononcer. Les foils pour garder le bateau tout droit, c'est ça, c'est foils? C'est ça. Alors là, du coup, je pense que je vais malheureusement aller contre l'avis de Camille qui disait qu'on peut tout expliquer tant qu'on jargonne pas. Je pense que là, pour ce premier texte, justement, il y avait peut-être un peu trop de jargon. Oui, Donc oui, on dit bien des foils. Faut se représenter ça comme un petit peu des ailes d'avion. En fait, c'est là où justement, c'est exactement ce que disait Camille. Plutôt que de dire foil, il faut peut-être expliquer que ça agit comme une aile d'avion. Ça permet de soulager le bateau en générant une force verticale qu'on appelle la portance. Donc c'est vraiment le même principe qu'une aile d'avion, quoi. donc ça, Simplement, c'est sous l'eau. Excusez-moi. Non, pas de souci. Donc ça, c'est ce que vous aviez mentionné dans votre texte pour expliquer un petit peu votre étude sur ces bateaux que vous essayez de modéliser par ordinateur, si j'ai bien compris. C'est ça. Et dans la BD finale, on ne voit plus apparaître mécanique des fluides et modélisation numérique, on voit marqué calcul informatique. Et le foil, j'ai toujours peur de mal le dire, Non, c'est parfait là. il apparaît dans le schéma du bateau général, que l'on voit sur une des cases, mais il n'est pas mentionné ailleurs. Est-ce que c'était des simplifications qui étaient faciles à faire? Non, en fait, le premier texte déjà était dur à faire parce qu'il fallait, entre guillemets, résumer un projet de 3 ans scientifique je sais plus la limite de mots, ça doit être quelque chose comme 500 mots. Déjà, c'était très dur parce que, aussi, comme je disais, en tant que doctorant, on est plus formé, on va dire, et conduit à s'adresser à des scientifiques. Donc déjà, il y avait une première réduction à se dire, ok, il faut que je fasse un texte grand public. Et déjà, c'était une première épreuve. Et alors ensuite, quand il faut passer donc de ces 500 mots à quelque chose qui est capable de tenir sur 17 cases, comme vous le mentionnez, là, il y a encore une étape et ouais, il faut vraiment faire des choix. Et en l'occurrence, dans ma thèse, on s'est dit que... alors, les feuilles sont une grande partie de mon travail de recherche, mais finalement, on s'est dit que c'était peut-être moins important que le tableau général, quoi, la big picture de... pourquoi est-ce qu'on dédie en fait une thèse et un travail de recherche au voilier de course. Donc Oui, finalement, on a mis ça entre parenthèses, quoi. Camille, est-ce que simplifier, retirer des choses, faire du tri entre les informations, ça prend du temps?
Oui, bah, surtout par exemple avec les oubliés. Dans ce cas-là, comme j'avais aussi les informations biographiques à mettre, c'est-à-dire que moi personnellement, pour m'intéresser à des trucs de science moi-même, il faut ou que ce soit rigolo ou avoir un élément un peu perso en fait. Il me suffit pas de savoir que quelqu'un a fait une super découverte, la personne, m'intéresse pas comme ça. Donc il faut des éléments un peu personnels. Donc il y a un équilibre un peu à avoir dans ces cas-là et il faut de la place pour les blagues aussi. Donc en fait, ça demande de enlever beaucoup de contenu. Alors dans ces cas-là, ou bien pour certains, je me suis centrée sur une seule de leurs découvertes, souvent il y en avait une seule. Il y en a où j'ai demandé l'autorisation de les faire sur plusieurs mois. Il y a un entomologiste afro-américain qui s'appelle Charles Turner, qui est super. J'ai demandé, je l'ai fait en 2 parties parce que vraiment, c'était trop intéressant pour parler de 2 aspects différents. Mais c'est clair que retirer, voilà, les gens qui ont passé une thèse et qui veulent la publier après en bouquin savent et sont en train de souffrir, hein, qu'il faut retirer des mots. Oui, je vois que Pierre, oui, Pierre voit de quoi je veux parler. Donc, et même pour les articles. Pour faire un article, ce qui me prend toujours le plus de temps, c'est d'élaguer en fait. Je fais une première version et ensuite j'élague, je repasse dessus en élaguant un peu plus à chaque fois. Et des fois, ça tient à une formulation, hein. Tu peux récupérer quelques mots, notamment dans tes cases. Ton texte est très restreint dans une case. Donc, c'est l'un des boulots des secrétaires de rédaction de Sciences et Vie Junior, par exemple, mais que j'apprends à faire. C'est, tu leur donnes une phrase, tu n'y as pas pensé, ils vont trouver une formulation qui est plus courte, tout en restant très claire. Oui, ça peut être à quelques lettres près d'un mot Voilà. pour un autre. Ah, vraiment, la taille de ta bulle, parce que sinon, tu as ton mot qui se coupe. Alors, tu as ton tiré qui est moche. Donc, bêtement, tu vas chercher un mot qui fait 3 lettres de moins, hein. C'est vraiment des trucs comme ça. Mm. Pierre, en préparant cette émission, vous m'avez aussi envoyé les 2 versions du storyboard, vous m'avez expliqué que les principales modifications qui avaient été abordées, qui avaient été faites, c'était au niveau de la page 3 où on explique les équations et le logiciel qui permettent de faire des calculs, hydrodynamiques. Alors c'est intéressant parce que dans la version finale de cette BD, il y a une très belle équation, magnifique, avec chaque petite partie qui sont en couleur et un petit schéma qui permet d'expliquer, là c'est la pression, là c'est la viscosité, etc. Pourquoi c'était important de la garder, cette équation à l'image? Déjà, il y a une raison, on va dire scientifique, c'est que c'est vraiment l'équation, donc pour les auditeurs, c'est l'équation de Navier-Stokes, enfin une des équations de Navier-Stokes qu'on a gardée, qui est vraiment Navier-Stokes 2? Navier-Stokes, ouais. Ah, je connais pas, d'accord. Donc c'est vraiment l'équation, on va dire, qui décrit l'écoulement d'un fluide. Donc c'est vraiment une équation très générale. Et c'est vrai que de prime abord, on peut se dire, oh là là, ça fait peur, il y a des dérivés partiels, il y a un opérateur qu'on appelle nabla qui est en fait peu utilisé si on ne fait pas des études scientifiques. Donc forcément, de prime abord, ça fait un peu barbare. Et en fait, justement, c'est là un peu la beauté de la BD. C'est que c'est vraiment un format qui permet de, graphiquement et très visuellement, d'expliquer que en fait, derrière ce truc un peu barbare, finalement, on peut expliquer les différentes composantes. Et justement, alors ça, du coup, c'est pas du tout moi qui ai suggéré ça. J'avais proposé la décomposition, mais de manière pas du tout visuelle, quoi. J'avais juste fait un petit gribouillis en disant, bon, ça, c'est la pression. Et justement, ça rend très très bien sur la BD, et je pense que c'est très clair comme ça. Donc oui, 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 ce que Héloïse Chochois a fait, je vais essayer de vous le décrire, cher auditeur, auditrice, c'est que on voit donc effectivement tous les éléments de l'équation et chaque élément est associé à une petite bulle de couleur et cette petite bulle de couleur fait référence à un petit dessin. Donc il y a un PSG avec une flèche sur le dessus qui pour moi a l'air, ça me fait très peur et en fait c'est la gravité. Un petit U, triangle à l'envers, carré, flèche, vecteur, je ne sais pas, c'est l'effort visqueux, la force de pression, l'accélération, etc. Et donc en fait cette grosse équation qui fait peur a l'air tout d'un coup bien plus sympathique. Et à côté, on a un bateau avec une vague et on comprend le contexte. C'est important de garder cette espèce de contexte pratico-pratique de vous faites pas juste des bidouillages sur un ordinateur, c'est vraiment pour quelque chose de précis, de concret. oui, tout à fait. Enfin, pour moi, c'est important parce que je pense que j'ai un peu les mêmes raisons que Camille. La science, ça m'intéresse quand soit on a un lien avec, soit c'est marrant. Et dans mon cas, en fait, quand je me suis posé la question de faire de la recherche, j'étais très attiré par le dispositif qu'on appelle les TestIFRE en France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une entreprise qui finance la recherche. Et plus j'ai avancé dans ma thèse, plus justement ça m'a confirmé que j'ai fait le bon choix par rapport à une thèse académique où en fait on n'a pas vraiment ou pas directement du moins l'implication d'une entreprise. Moi je voulais vraiment une thèse entre guillemets appliquée quoi. Donc là-dessus c'était important pour moi et donc pareil dans le livre en fait tout de suite expliquer que la science est appliquée très concrètement dans le monde. Bon alors après ça dépend de votre rapport à la voile, au bateau, à la mer hein, bien sûr. Mais c'était important pour moi ouais, d'avoir
un rapport au réel. Les profs de maths, typiquement, ils disent beaucoup oh, mais si, les maths, c'est dans la vie de tous les jours. Bah, justement, enfin, c'était important pour moi si on pouvait retranscrire que oui, ces équations un peu complexes, finalement, elles sont autour de vous partout, quoi. Même quand vous Elles veulent prenez dire quelque chose. Ouais, même si vous prenez le métro, le tram, il y a un écoulement de l'air Mm. autour des transports, donc pareil. Oui, Voilà. tout est représentable en équations et les équations en fait sont là pour décrire une réalité qui existe. Exactement. C'est pas juste pour faire joli sur un tableau noir. De toute façon, vulgariser les concepts scientifiques avec une image, un croquis, un dialogue, c'est tout un art et on en parle juste après la pause musicale. Le son des sciences au Labo des Savoirs. C'était L'Enfant Vaudou de Siméo et nous sommes de retour en studio avec Camille Van Belle et Pierre Robin pour parler de BD scientifiques et de vulgarisation. Il y a des concepts scientifiques que on a l'habitude de voir vulgarisés, comme l'atome avec ses petites boules de couleur ou les ondes qui ondulent. Mais parfois, il faut faire preuve d'imagination. Camille Van Belle, est-ce que l'image vous vient tout de suite pour certains concepts ou est-ce que ça demande un petit peu d'y retravailler et d'avoir l'inspiration ? Bah, ça dépend à quel moment. Il y a des trucs qui vont arriver tout de suite. Si j'ai de la chance, ça arrive tout de suite. Parfois, ça vient des chercheurs, c'est plus rare. Mais ça arrive que le chercheur ait une illumination pendant et dise « Hey, mais on pourrait représenter ça ». Là, j'étais avec un labo d'informatique qui essaye de coloriser des films avec de l'IA, ce qui ne marche pas très bien. On a tendance à surestimer un peu comment ça marche, mais ça rate. Et en fait, ils utilisent un système de diffusion, ils colorisent la première, la dernière image, et ensuite, ils viennent tirer cette couleur. Et en fait, c'est lui qui a eu l'idée de faire comme un rideau qu'on tire, en fait, ce qui fonctionne très bien. Donc ça, c'est une idée qu'il a eue lui-même. Non, il y a une partie qui va m'arriver tout de suite et il y en a d'autres, il faut qu'il y ait quelques jours qui passent. L'idéal, c'est que je bosse sur d'autres trucs un peu entre deux et ensuite je reviens, j'ai mon déroulé, je sais déjà exactement quelle info va dans quelle case, je regarde mon déroulé et des fois, il y a vraiment le truc qui arrive d'un coup sous la douche. C'est bien sûr, je vais représenter Gandalf pour faire la barrière hémato-encéphalique, tout à fait, avec « vous ne passerez pas », parce qu'il y a une barrière entre le système sanguin et le cerveau pour protéger de certains trucs, ça laisse pas passer certaines choses, et du coup, vous ne passerez pas marche assez bien, et puis tu peux faire un truc comme ça, quoi. La pop culture, c'est souvent utilisé. Est-ce que c'est vraiment... Il faut être cultivé pour être sûr d'avoir plein de références. Ouais. Il faut être cultivé, et il faut bien savoir à quel âge correspond quoi, parce que pour Sciences et Vie Junior, c'est des collégiens aux plus jeunes.
Donc, effectivement, les journalistes de Sciences et Vie Junior s'étaient rendus compte, très choqués, Mm. que leur dernier stagiaire de troisième ne connaissait pas Terminator. Et donc ne pouvait pas utiliser une référence à Terminator comme couverture, pas facilement, quoi. C'est des choses qui paraissent très communes. Donc il faut que je sache à peu près à quel âge je m'adresse. Gandalf, je sais que ça va passer assez large, même pour des gens, vous ne passerez pas, même des gens qui n'ont pas lu le bouquin, qui n'ont pas vu le film, ça doit aller. Harry Potter, ça marche bien aussi. Notamment pour expliquer l'effet placebo. Il y a une scène d'effet placebo dans les romans Harry Potter, Ah bon? avec l'histoire de la potion de chance, Ah à Harry qui oui! fait semblant de verser de la potion de chance à Ron pour Avant que son Ron match de fasse des Quidditch. bonnes performances, mais en fait, il ne l'a pas versé. Et comme Ron est persuadé qu'il a cette potion de chance, il va performer parce que, voilà, à ce moment-là, ça parle de placebo, en fait. Donc oui, les références, il faut avoir une culture assez large et cibler son âge, quoi. Il y a donc aussi, cette façon de simplifier à l'image, mais aussi dans les termes pour que, on l'a dit tout à l'heure, d'un point de vue très pratique, que ça rentre dans les cases, mais aussi j'imagine que ce soit très, parlant. Par exemple, dans Les oubliés de la science, vous parlez du pulsar en disant: «Une étoile à neutrons très dense qui tourne sur elle-même en crachant des ondes radio comme un phare», et rien que l'écriture, qui décrit le pulsar, c'est visuel. Alors c'est accompagné d'une image qui est elle aussi limpide. On voit une planète orange, une flèche qui explique qu'elle tourne et deux lumières de phare striées de plein de petits traits orange qui partent de part et d'autre. Donc, on voit ça visuellement, on sait ce que c'est qu'un pulsar. Oui. Après, elle est connue, hein. L'image du phare pour les pulsars, c'est quelque chose qui est utilisé systématiquement. Donc là, ce coup-là, ça n'a pas été mon idée parce que c'est l'image classique. On utilise l'image du phare, c'est quelque chose qui est utilisé assez classiquement. Mais Et est-ce oui, que et puis l'avantage du dessin, c'est que ça permet de représenter aussi les mouvements. Donc il y a cette histoire de flèche, le fait de tourner, etc., qui est assez pratique visuellement par rapport à juste une illustration pure ou des fois du texte, quoi. On a ce côté mouvement qui fonctionne bien. et Et est-ce puis que avoir un vocabulaire assez large. Effectivement, là, on dit cracher, mmh. c'est pas mal plutôt que émettre. Je vais éviter le mot émettre. Euh, des fois, il faut aller chercher dans des trucs un peu imagés. J'ai tendance à aller vers le vulgaire aussi parce que ça marque un petit peu. C'est quelque chose qui fonctionne. Et des fois, c'est le bon mot, hein. Des fois, tu as besoin d'un mot un petit peu plus fort que émettre ou se faire piquer sa découverte. Des fois, tu sors des termes un petit peu plus marquants quand même. Et est-ce que l'importance du style de dessin aussi, par exemple à la planète, c'est une sphère de couleurs, point. Est-ce que le fait de faire un dessin efficace, ça aide aussi à la compréhension? Oui, bah, alors clairement, par exemple, moi je fais pas de décor, rarement de décor, parce que je trouve que ça gêne un peu la lecture. Pareil, si on parle d'immunologie, on a nos petites cellules qui se promènent, qui font des trucs et tout. Si je commence à mettre du décor derrière, le mouvement, il est moins visible. Et puis les expressions faciales, moi j'aime bien qu'elles aient des expressions idiotes, qu'elles aient des expressions très fortes, marrantes, elles se mordent la lèvre, elles font des têtes pas possibles. Heu, Pareil, pour les rendre attachantes, ça marche bien. Donc dans ces cas-là, dans mon cas, je préfère être très claire. Et c'est pareil, j'utilise que 3 couleurs en général, quand je colorise, notamment dans les oubliés, parce que ça simplifie beaucoup. Moi, m'empêche de me poser la question de: «Oh là là, exactement de quelle teinte je fais cette feuille?» Je me prends 3 couleurs au départ, 2 couleurs opposées et une couleur en camailleux, comme ça je sais que c'est assorti, ça va être joli. Et comme ça, la couleur vient apporter le côté joli qui alors que le dessin est très, très simple et très direct. Mais l'idée, c'est que ça bouge, quoi. Le bonhomme doit pouvoir rebondir partout. Quand il court, il faut qu'on comprenne qu'il speed. J'aime pas quand c'est statique. Et j'imagine que ces couleurs, c'est pas pour être réaliste, la feuille est pas Non. obligée d'être verte, ça peut être une feuille violette, c'est pas grave, c'est la couleur de la BD. Voilà, le seul truc auquel je fais attention, c'est notamment si je dois représenter un personnage noir. Je sais qu'il y a un gros reproche qui est fait, notamment dans la science-fiction, sur le fait que souvent, tous tes personnages sont blancs et si tu as un personnage noir, ça va être un alien avec la peau verte. On a ça avec Gamora dans, Le gardien de ah, la galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, voilà, et c'est assez classique en fait. C'est comme les Blue Space Babes dans les Star Wars, c'est-à-dire qu'on a souvent des actrices, on comprend qu'elles sont noires et en fait ils vont les faire bleues avec des cornes. Et je sais que c'est souvent reproché de mettre une peau de couleur. Donc par exemple, c'est le moment où je vais mettre du marron parce que je veux pas, parce que c'est une peau foncée. Normalement, si je suis sur un bleu foncé, bleu clair jaune, je devrais faire la peau en bleu foncé, je le ferai pas. Dans ces cas-là, je vais coller un marron foncé parce que je veux pas tomber dans ce truc-là, quoi. Mais il y a quand même cette, importance de l'efficacité de l'image, de Mm, pas mm. faire des fioritures, d'être presque, comme en science, assez, to the point. Je l'ai en anglais, mais, Oui, oui, voilà, de pas vraiment direct. Faut que ça se lise en une seule lecture. C'est comme les articles de Sciences et Vie Junior, c'est comme ça qu'on nous apprend à écrire.
C'est, faut qu'en première lecture, tu aies tout compris, tu as pas besoin de retourner en arrière et c'est pareil pour le style d'écriture. Nous, on nous apprend beaucoup à pas utiliser les adverbes, genre les trucs en ment. Étonnamment, nanana, énormément, tous ces trucs-là, on nous apprend à les virer au maximum. Pareil pour les phrases imbriquées dans des phrases, dans des phrases. Si tu écris de la philo, ça peut faire intelligent, mais moi, l'idée, c'est que, quand on le lit, c'est du premier coup et on doit pas se dire: «Ah mais je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que». On doit avoir compris direct et pas revenir en arrière. Donc ça vaut pour l'écriture comme pour le dessin. Pierre Robin, vous, vous êtes un grand lecteur de Sciences et Vie et de Sciences et Vie Junior avant. Est-ce que vous vous souvenez de ces BD quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous aviez compris des choses scientifiques grâce à elles? Alors, j'étais grand lecteur de Sciences et Vie Junior. Maintenant, j'avoue que la lecture prend une place bien moins importante dans ma vie que ce que je voudrais, étant donné qu'une thèse, une thèse chiffre encore plus, c'est très prenant. Oui, en plus, là, vous êtes en dernière ligne droite de la thèse. Ouais, Donc, tout à fait. Donc là, c'est vraiment le sprint final. Mhm. Et l'actualité fait qu'avec le Vendée Globe, typiquement, c'est pas des obligations, mais des rendez-vous un petit peu en plus, quoi. Typiquement, à l'arrivée des bateaux. Donc, Mhm. voilà. Mais c'est problème de riche. Hein. C'est quand même Mais- super d'être dans cette situation-là. Je m'en plains pas. Mais oui, bien occupé. Oui, j'ai un bon souvenir de Sciences et Vie Junior. En fait, j'allais toutes les semaines à la médiathèque et toutes les semaines, je me disais quand est-ce qu'il y a un nouveau numéro, quand est-ce qu'il y a un nouveau numéro. Et ouais, j'en garde un bon souvenir de systématiquement, j'aurai un support qui vulgarise la science vraiment destiné aux enfants et je vais apprendre des choses, quoi. Et ça, c'était vraiment chouette, quoi. Même, Ouais. je pense, pour les parents, en plus, c'est un bon moyen, j'imagine, d'introduire la science dans la vie des enfants, avec des images, avec déjà un texte vulgarisé. Enfin, je me mets à la place des parents. Introduire la science sans support pour des enfants, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais peut-être que justement, avoir un magazine comme ça qui a vraiment ce but-là, c'est sûrement super. Ouais, mais je sais que quand j'étais jeune, moi aussi, j'étais une grande lectrice de Sciences et Vie Junior et que ce Sciences et Vie Junior passait entre toutes les mains, y compris celles de mes parents, puisque Mhm. même si on est déjà intéressé par les sciences, eh ben, on ne peut pas tout connaître. Et l'avantage, c'est que là, ça vulgarise toutes les sciences et tous les domaines. Et les institutions et les grands événements s'y sont mis aussi à la vulgarisation scientifique en BD. Pour n'en citer que quelques-uns, l'INSERM a sorti In Science Cultive ta santé, réalisé par Maïté Robert en 2023, puis une BD avec les chercheuses INSERM en 2024, réalisée par 5 illustratrices, pardon. La Fondation pour la recherche médicale publie aussi des BD depuis 2019, d'abord signées par Lison Bernet et puis récemment par vous, Camille Van Belle. CNRS Alsace a sorti un projet qui s'appelle B Découvrons, également réalisé par vous, Camille Van Belle, en 2024. Et donc là, un nouveau projet en cours avec la visite des labos qui s'est fait récemment. Peut-être qu'on est en train de révéler quelque chose qui devrait rester secret, je ne sais pas. Non, non, je vois qu'ils viennent de faire un post Instagram, donc c'est l'université de Lorraine, ils ont annoncé que j'étais passée, donc visiblement, c'est pas secret. Donc ce n'est pas secret, on ne spoile rien. Est-ce que cela démontre la tentative d'ouverture de la recherche pour être accessible au public? Est-ce que ça montre vraiment une volonté d'ouvrir les laboratoires au plus grand nombre? Camille. Bah oui, je pense. J'imagine que c'est pas juste parce qu'ils ont du budget à dépenser. Oui, oui, clairement, ils essayent. Souvent, ils regardent beaucoup ce que font les autres, hein. Moi, ça m'arrive très souvent. On me dit, bah voilà, on a vu qu'un tel, ils ont fait ça, on veut la même chose. Bien sûr, tu fais pas la même chose, mais souvent, oui, oui, il y a Oui, vraiment une demande de ça. Euh, ça veut dire aussi Et que puis, le ils font assez public... confiance. Enfin, moi, dans mon cas, c'est vrai que comme souvent, c'est la première fois à chaque fois qu'ils le font, que cette institution-là fait ça. J'ai en face de moi quelqu'un qui n'a pas l'habitude, en fait, du tout de gérer. J'ai souvent une personne de la com qui gère un peu le truc, qui va visiter les labos avec moi, qui va me permettre aussi d'avoir une forme d'autorité, parce que comme ça, ils représentent l'université, tout ça. Pareil pour la FRM, j'ai 2 personnes qui me chapeautent, qui sont super, qui vont aussi relire. Et eux, pour le coup, ont l'habitude. Mais souvent, j'ai des gens en face de moi qui n'ont pas trop l'habitude. Donc, ça permet aussi de dire, bah moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça, de pouvoir tester un peu des choses aussi. C'est vraiment quelque chose de chouette parce que ça marche bien. Enfin, moi, je vois que, notamment sur Instagram, c'est un truc qui fonctionne bien. Quand c'est un nombre de cases qui n'est pas trop grand, ça fait beaucoup rire les gens. Là, j'en ai fait une, c'est sur faire pipi sur de l'or pour diagnostiquer les cystites. Bon, bah, il y a plein de meufs qui se sont sorties ultra concernées. Enfin, tu lis ça, j'ai fait une blague sur le fait de porter des strings en acrylique à la fin. Les meufs savent, elles comprennent. et c'est des trucs qui sont cool pour ouvrir la recherche.
Sachant que j'évite en général de dessiner le labo et les gens en train de bosser dans le labo, parce que c'est quelque chose qui est souvent fait. Donc moi, j'ai décidé que je faisais pas trop ça. Je parle plus du sujet en lui-même, même si c'est très fondamental. Et en fait, ça intéresse vraiment les gens. Et je trouve que c'est une excellente initiative parce que il y a plein de trucs que moi-même sur mes propres cours que j'avais eu en master, j'ai beaucoup mieux compris en faisant ça et en mettant ça en BD. Je me dis, mais limite, même pour un étudiant vraiment dans le domaine, ça peut même lui être utile pour retenir des trucs. Mm. Bon, on me réexplique la PCR avec un truc en BD, je vais le retenir vachement mieux. Donc, je pense que c'est utile à tout le monde, ça, cette volonté-là. Parce que c'est vraiment visuel. Ouais. Que c'est visuel, que c'est pop, que c'est rigolo. Et quand c'est rigolo, on retient plus. Hein. C'est comme moi, les rares trucs que j'ai retenus en sciences, c'est des trucs que j'ai lus dans Sciences et Vie Junior quand j'étais petite, notamment des histoires de matière noire, non, de matière et d'antimatière avec des chevaliers blancs et des chevaliers noirs. Mm. Ça, je m'en souviens toujours parce que il y avait des dessins et que c'était hyper imagé, quoi. Pierre, est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez aussi à Centrale Nantes, cette volonté d'ouvrir au public via la BD ou via d'autres médiums? Alors, je suis d'accord que déjà, ça trouve facilement son public, parce que c'est effectivement un support drôle, qui peut parler à tout le monde, etc. Mais malheureusement, je pense, moi je suis un peu cynique aussi sur la volonté des établissements vis-à-vis de ça. C'est peut-être aussi qu'il y a globalement un manque d'attractivité pour la recherche en France et les doctorants. Et peut-être que la BD, ça peut être justement un moyen de capter l'attention d'un peu tous, y compris donc, des plus jeunes qui hésitent peut-être sur la carrière de chercheur, etc. Je vois dans mon labo en particulier, il y a plus d'offres de thèses que de candidats doctorants, et c'est parfois la cause d'arrêt de thèse, alors que justement, il y a des super travaux de recherche qui sont proposés, mais qui ne trouvent pas preneur. Et dans mon cas, c'est mes 2 directeurs de thèse qui m'ont poussé à participer à l'opération Science en Bulle, alors que ben, techniquement, rien ne les oblige. Il n'y a pas vraiment... Enfin, du moins, il y a, comme vous disiez, une personne chargée de la communication, mais en fait, à l'échelle d'un laboratoire, il y a souvent une seule personne. Donc c'est un petit peu compliqué pour cette personne de tout gérer à l'échelle d'un laboratoire où bah, les thématiques de recherche sont très différentes. Il y a beaucoup d'équipes qui font beaucoup de projets. Donc voilà, je pense que oui, il y a d'une part un support qui s'y prête très bien et un besoin aussi croissant pour les laboratoires de expliquer ce qu'ils font et dans un cadre qui plaît à tout le monde. En plus de ça, les enseignants-chercheurs et les responsables de laboratoire sont vraiment très très pris. Il faut courir après les projets, il faut réussir à faire avancer sa science, il faut donner des cours. C'est un métier à haute intensité. Donc, Donc, ouais. au-delà de juste vulgariser les savoirs, c'est aussi une vitrine de ce que c'est que la recherche, que ça existe, que ça parle de sujets différents pour aussi donner envie aux gens peut-être d'en faire. Complètement. Et c'est pour ça que, en fait, je pense qu'il y a du coup un besoin, plus la montée en puissance des BD. Il y a peut-être, je sais pas si on peut lier ça à la disparition de C'est pas sorcier ou si ça existe encore, je suis pas trop au courant de ça, mais Non, bon, c'est pas voilà. sorcier, c'est plus diffusé sur Bah la voilà, télévision. C'est d'autres comment formats faire? maintenant. Donc voilà, je pense qu'il y a, c'est un mélange d'opportunisme, de très bons supports et de, ouais, comme vous disiez aussi, le fait de même soi-même se dire, ok, comment je résume mon travail en BD. Enfin, moi, dans mon cas, et je crois de tous les 10 doctorants qu'on fait Sciences en Bulle, on s'est dit, oh, en fait, je viens de faire une introspection scientifique sur mon travail. Et bah, pareil, d'avoir un public qui n'est pas spécialiste, alors que justement, les travaux de recherche, on s'adresse plutôt à des gens de notre milieu, fait que, oui, on se dit, ok, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important si je parle à quelqu'un qui n'est pas scientifique ou quelqu'un qui est scientifique mais qui n'est pas de mon milieu, etc. Donc, ouais, il y a vraiment le côté introspection. Donc, en fait, tout le monde bénéficie d'une telle opportunité. Et si jamais il y a des universités, des organismes qui nous écoutent, je vous encourage de vous mettre là-dessus. Et c'est une très bonne opportunité pour tout le monde et tout le monde, au bout du compte, est gagnant. J'espère que le message sera entendu. La BD scientifique, il en existe de multiples sous-genres et notre chroniqueuse Charlotte a décidé de se pencher sur l'un d'entre eux, la BD médicale. On l'écoute. Alors, imaginez, vous êtes tranquille, la vie est belle, et paf, un accident de la route. Bam, amputation. Alors, question, est-ce que vous seriez capable d'expliquer les étapes qui vont suivre à vos proches ou à vous-même? Non? Alors, pas de panique, moi je connais une BD pour ça. Dans La fabrique des corps d'Héloïse Chauchois, ces questions trouvent leur réponse claire et visuelle. Cette BD retrace tout le parcours médical, de l'opération à la rééducation, des douleurs fantômes à l'histoire des prothèses. Elle donne une vision des défis physiques et psychologiques auxquels les patients sont confrontés. Et ce n'est pas un cas isolé. La bande dessinée est devenue un vrai outil dans le domaine de la santé.
Un bon exemple, c'est le projet Santé BD, qui propose des petites BD personnalisables. Elles sont conçues pour aider à mieux comprendre les soins, se préparer aux rendez-vous médicaux et faciliter la communication entre patients et soignants. Un peu comme si on traduisait le jargon médical et les petites notes de docteur en petits dessins mignons. Mais la BD santé, ce n'est pas seulement une infographie qu'on pourrait trouver sur les affiches dans les salles d'attente ou sur des flyers de prévention. Le médium s'est transformé pour aborder des sujets de santé avec profondeur et humanité. Ces récits allient faits scientifiques et expériences personnelles, offrant une nouvelle manière d'explorer les réalités médicales. Parce qu'on ne va pas se mentir, on retient mieux une bonne histoire qu'une notice de médicaments. À la manière du professeur Moustache, par exemple, un personnage de Marion Montaigne qui se plonge dans nos entrailles pour nous expliquer comment tout ça fonctionne. C'est intéressant. Et la santé mentale dans tout ça, est-ce qu'on en parle ? Et oui, c'est pas facile d'expliquer des troubles psychologiques, mais qu'à cela ne tienne, la BD est là pour ça. De la dépression à C'est comme ça que je disparais de Myriam Mal à la bipolarité comme Goupil ou face de Lou Luby en passant par la schizophrénie dans Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, ce beau mélange de récits et images permet de mettre en lumière ces troubles qui restent encore tabous. Et même les super-héros y passent avec Kim Trauma de Rebecca Morse et Florent Maudou qui explorent la santé mentale chez des adolescents dotés de super-pouvoirs. Et petite mention spéciale à Se rétablir de Lisa Mandel, qui propose un vrai manuel pour comprendre ce qu'est le rétablissement en santé mentale, tout en déconstruisant quelques stéréotypes au passage. La bande dessinée joue aussi un rôle dans la sensibilisation à des thématiques difficiles, comme par exemple les violences gynécologiques dans Le cœur des femmes de Aude Mermillot, qui est adapté du roman de Martin Winkler, les accouchements surmédicalisés dans l'article Poussé à bout de Emmanuel Michel et Manon Munier, qui est publié dans la revue Dessinée, ou encore le quotidien du personnel soignant, avec les romans graphiques de L'Homme étoilé, Les 1001 vies des urgences de Baptiste Beaulieu et Dominique Mermoux, ou Vie de Carabin. Ces récits permettent de mieux comprendre des réalités souvent ignorées ou mal perçues, tout en donnant une voix à ceux qui les vivent. Et pourquoi ces récits fonctionnent ? Eh bien, parce qu'une bande dessinée, c'est une histoire. Elle capte l'attention, suscite des émotions et rend accessibles des informations parfois complexes via ses dessins. Patients, soignants, proches, chacun peut y trouver des clés pour mieux comprendre, se comprendre et mieux communiquer. Merci Charlotte pour tous ces conseils lecture. Une page de BD, ça s'apprécie en un coup d'œil. On a déjà un petit peu parlé des couleurs, du style de dessin, mais on continue d'en parler juste après la pause musicale. My clocks don't tickle, they become chimes. Time is chiming into my life. Till the clock come, alright, yeah. These are deranged and sickening times. I keep my mess tucked. You have spaces to make greatness. Will I make greatness out of cages? I make greatness, I make. You could be following behind, but still lead the line, yeah. It's only me who has my own back, and yeah, I'm good with it. Oh, yeah, so cool with it. Pressure I keep putting on my world. Pressure becomes me. And yeah, I'm cool with it, so cool with it. Woo-hoo. She's so cool, cool. What? Much to do. Steaming when it's freezing. My expectations of me to me, please don't deceive me. Who are you? Please don't stop me. Devil getting in the way. Devil had a lot to say, but devil doesn't pave my ways. Écoutez La Recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'est
C'était Pressure Become Me de Yasmina Sadiki. Nous sommes de retour en studio avec Camille Van Belle et Pierre Robin pour parler de BD scientifique et de vulgarisation. Alors, on en a parlé des oubliés de la science. Camille, c'est par cette BD que vous avez commencé le travail d'illustration et de BD scientifique en 2017-2018. D'ailleurs, la première planche de la BD est la première planche de votre vie. Euh, Ouais. On a déjà parlé de l'importance de se fixer 3 couleurs, des cases qui ne sont pas extensibles. Une BD, ça reste une histoire. Alors, comment on insuffle une histoire dans quelque chose de scientifique? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a des personnages principaux que vous aimez bien prendre? Comment ça marche? Bah, alors pour les oublier, c'est assez facile, c'est forcément la personne sur laquelle j'écris. La question, c'est plutôt comment je démarre, parce qu'en général, on n'a pas envie de faire à chaque fois quand elle était petite, nanana, et puis ensuite elle devient grande. Donc, c'est un peu ce que j'explique quand je fais des interventions scolaires un peu sur la mise en BD, c'est OK, par quoi tu démarres, s'il y a eu un événement marquant, la fois où Sophie Germain a dû se faire passer pour un gars pour rentrer à Polytechnique, bon, bah, tu fais le moment où son prof l'a découvert, tu vois. Tu fais la découverte et après tu fais un flashback, comment en est-on arrivé là? Ça fonctionne bien, plein d'astuces comme ça. Et ensuite, quand c'est des BD plus de labo, dans ces cas-là, j'ai un peu un fil rouge, mais souvent quand c'est des cellules, c'est assez facile, c'est nos petites cellules qui ont des yeux. J'ai un petit personnage avec les cheveux rouges que je fais revenir souvent, avec un grand nez, que j'aime bien faire revenir, qui représente ou bien la patiente dont j'ai besoin, ou bien la scientifique. C'est pareil en représentation. De base, je mets des femmes, parce que je sais qu'il me semble que c'est dans les représentations en fiction, 7 hommes pour une femme quand on représente un scientifique. Ah oui. Donc, bah, sachant que les gens qui me lisent ne lisent pas que moi, histoire de compenser un petit peu ce qu'ils font, dans le doute, je représente toujours une femme, en scientifique, en patiente, et ensuite, si jamais il y a un personnage de plus, je peux éventuellement mettre un homme après. Voilà. Mais oui, en général, j'ai des petits personnages comme ça, un petit personnage qui suit, qui pose un peu les questions, avec un petit scientifique éventuellement qui va y répondre. Mais ils ne sont pas systématiques sur chaque case, parce que sinon ça fait court, en fait ça fait très artificiel. Tu as un petit personnage qui est là, et alors, pourquoi on fait ça? Et un scientifique qui dit, ah bah parce que ta, et tu as ça qui revient à chaque case, ça risque de faire artificiel. Donc en général, j'ai ça en introduction, ça revient éventuellement au milieu pour pas qu'on perde le fil, et le reste du temps, c'est mes petites cellules qui vivent leurs aventures. Oui, c'est ça, les personnages principaux peuvent être des cellules du corps humain, Voilà. des particules, Ou, tout est possible. voilà, des protéines, tu peux les humaniser. Là, par exemple, un ARN messager, bah, c'est un petit facteur qui court avec son petit truc. Voilà, ça va être un ARN messager. Et des fois, le fait de les personnifier, ça permet d'expliquer des trucs scientifiques. Genre, par exemple, j'ai fait un truc pour la FRM sur les greffes de peau. Et pour ça, ils utilisent une fonction des cellules du placenta qui ont qui portent une molécule qui leur permet d'échapper au système immunitaire. Bon, bah, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, notamment dans les termes qu'on évite, moi, j'utilise pas le terme exprimer. Exprimer une molécule, exprimer un récepteur, ça parle aux scientifiques, mais pas aux autres. Donc, il faut trouver une façon de le dire, donc ils portent. Et là, ça avait été tout un débat avec le scientifique pour savoir qu'est-ce qu'on représente. On a notre petite cellule avec ses petits yeux. Comment est-ce qu'elle échappe au système immunitaire? Et en fait, finalement, on avait pensé à donner un bac à des flics, mais ça marchait pas. J'avais demandé, c'est-à-dire elle échappe, genre est-ce qu'elle court plus vite qu'eux? Est-ce qu'elle disparaît avec une cape d'invisibilité? Est-ce que quoi? Et en fait, la meilleure métaphore, ça a été, elle joue du flutio comme Rondoudou dans Pokémon, et ça les endort. Et comme ça, notre flutio, c'est notre molécule. Donc, on a notre cellule qui est mignonne, qui a ses grands yeux, et elle joue du flutio. Le flutio, c'est notre molécule, donc on a la molécule qui est représentée par autre chose. Donc, des fois, le fait de personnifier nous permet en plus de rajouter de l'exactitude finalement. Si on fait gaffe avec le scientifique, on lui propose plusieurs métaphores, et on trouve ensemble laquelle est la plus proche de la réalité. Ça aurait pu être un truc où elle a une cape d'invisibilité, ou bien un truc où elle leur crie dans un mégaphone, calmez-vous, ou un truc où elle se fait passer pour eux, par exemple, où elle se fait passer pour du soi. Ça aurait été possible, ça, en immunologie, mais là, c'est pas ça qui se passait. Donc il faut à chaque fois rechecker quand même la métaphore utilisée dans le Ouais. dessin avec le scientifique ou la scientifique pour être sûr de ne pas insuffler une fausse information. C'est ça. Il faut que ce soit la bonne. Et des fois, ça donne des débats. Ça va, ça pose jamais de problème. Mais c'est bien de leur faire choisir entre plusieurs trucs ou leur dire je comprends pourquoi ce truc-là fonctionne pas, on va trouver ensemble. Là, j'ai dû faire un truc sur la dédifférenciation des cellules et j'avais mis le mot elles rajeunissent parce que je ne peux pas dire dédifférencier. Et le chercheur, ça lui posait problème. En plus, j'avais fait plein de blagues sur le fait d'être jeune ou d'être plus âgé, de faire des apéros dînatoires en mangeant du concombre, etc. J'étais très fière de moi. Et en fait, non, le chercheur a dit non, parce que rajeunissement, nous, on l'utilise pour d'autres trucs. Est-ce que ça peut vraiment pas être autre chose?
et c'est devenu des cellules spécialisées qui se déspécialisent, donc qui deviennent des stagiaires. Donc on a une cellule spécialisée qui est bien installée, qui fait bien son boulot, puis ça redevient une stagiaire qui sert le café. Il est très vexé d'avoir été rétrogradé comme ça. Mais quand tu es dédifférencié, ça te permet d'être plus mobile et de te multiplier. Donc, bah oui, tes stagiaires, tu les places n'importe où, et puis de toute façon, tu les payes moins que le SMIC, quoi. Donc, comme ça, on peut rechoper la bonne métaphore, mais il faut en débattre avec eux. Donc, il y a quand même voilà, le fait d'être sécure sur la métaphore pour être sûr, Oui, pour pas. C'est le en fonction fact-checking du dont on physique qu'on fait parlait. sur la cellule, quoi. Ça va changer quelque chose, la cellule ou l'atome ou n'importe quoi. Mhm. Le physique qu'on va lui faire doit coller avec la fonction qu'elle a, quoi. Mais il y a ce côté donc personnage, histoire, le fait qu'il faut quand même raconter quelque chose puisqu'on est là pour s'amuser et pour être captivé et on en parle depuis le début et là ça va être le moment, d'y aller, les blagues. Parce que c'est quand même super drôle, souvent les BD scientifiques, il y a plein de blagues à faire. Est-ce que les blagues, c'est important dans l'écriture? Est-ce que Camille, vous préparez des blagues et tant quand il y a pas les bonnes blagues, bah, ça va pas? Exactement. Bah oui, oui, il faut qu'il y ait un certain nombre de blagues au mètre carré. C'est comme des proches qui parlaient du nombre de virgules au mètre carré, c'est pareil. Si je passe un temps trop long sans blague, je me dis la personne va lâcher parce qu'en fait, malheureusement, pour attirer les gens vers la science, il faut les appâter vraiment avec quelque chose et les tenir. Même moi, hein, moi, je me souviens très bien le genre d'élève que j'étais, je suis comme ça. Donc je sais ce qu'il me faut pour tenir pour rester concentré sur un truc, hein. Donc oui, il faut un nombre de blagues au mètre carré, il faut trouver la bonne blague. Des fois, je brainstorm quand même, hein, il y a des blagues. C'est la blague sur la matière noire avec Vera Rubin dans Les Oubliés, qui découvre la matière noire. Elle a fait ça en élevant ses enfants. Bon, bah, il y a une blague où elle change son gamin, elle dit ah là là, j'en ai vu de la matière noire. Bon, bah, j'ai déjà des chercheurs, des directeurs de labo qui sont venus me voir en disant ah là là, c'est très drôle. Je leur ai pas dit que ça avait été prévu pour des ados. C'est une blague qui a été trouvée par ma petite sœur, par exemple. Des fois, je brainstorm, je demande à d'autres gens. En général, ça vient de moi, mais des fois, ça vient d'Adrien Miqueux ou ça vient. Des fois, je demande même en story sur Instagram, au fait, là, je suis vraiment embêtée, j'ai des rats qui conduisent des voitures, comment je peux lui trouver un nom rigolo? Ou en intervention scolaire, j'ai dû faire un truc sur un alligator à qui on a fait respirer de l'hélium pour voir le bruit qu'il fait. Et du coup, j'avais un alligator qui chante et j'étais mince, comment est-ce que j'appelle? C'est un alligator femelle, comment je le nomme? Et j'ai demandé à des collégiennes pendant une intervention scolaire et elles m'ont trouvé Lady Gagator, ce Oh, qui est quand génial. même vraiment pas mal. C'est incroyable. Donc, rien que dans les noms, il y a des choses à faire. Donc oui, les blagues, c'est fondamental. Il faut être dans un certain état d'esprit pour les trouver. Des fois, il faut que je lise des trucs drôles, ou il faut vraiment que je me mette dans un mood un peu... je sais pas, maintenant, c'est plus le moment de trouver des explications. Il faut que j'ai tout mon déroulé, et je vais coller une couche de blague dessus, mais il faut Mm. être dans un certain état d'esprit quand même. C'est à la fin, c'est la couche de blague qui vient vernir le Ouais. tout pour que ce soit nickel, quoi. Mm, mm. Pierre, dans la BD de Science en Bulle, déjà, on parlait tout à l'heure donc des personnages principaux. Vous apparaissez, c'est vous qui racontez votre thèse. On reconnaît votre moustache, que les auditeurs ne voient pas, mais elle est bien là, je vous l'assure. Il y a votre chat aussi sur un bureau qui fait un Oui. petit miaou discret. Ouais, c'était une demande spéciale de ma part. Ah, que le chat apparaisse. Ouais. Et puis, il y a des blagues aussi, puisque les bateaux qui sont votre sujet de recherche, ils n'arrêtent pas de se cogner, ils n'arrêtent pas de faire de parler aussi. Donc, il y a des blagues un peu marrantes. Par exemple, il y a un bateau qui lâche un A+ les nuls dans une case, et dans la case suivante, il crie «Maman!» parce qu'il y a une vague géante qui est en train de l'ensevelir. C'est ça. Alors, est-ce que ça vous a fait bizarre quand vous avez découvert ça, ou vous étiez très content qu'il y ait de l'humour aussi dans votre recherche à vous? Alors j'étais très content de voir l'humour. C'était, je trouve, très bien trouvé pour illustrer. Alors la blague du A+ et maman, c'est parce qu'en fait, on cherchait à représenter le fait que les voiliers qui font le Vendée Globe, qui est donc un tour du monde, bon, c'est dans l'actualité en ce moment, donc peut-être que pas mal de gens sont un peu au fait de cette compétition. On a besoin de les dessiner, de les concevoir de manière à ce qu'ils aient des bonnes performances dans les vagues. Et justement, un bateau qui n'est pas prévu pour ça, typiquement, dès que la mer est plate, va aller très vite et déposer les autres, mais alors dès qu'il rentre dans les vagues, généralement, il se fait rattraper. Donc c'était ça la blague, effectivement, c'était très chouette. Sur la place de l'humour dans la recherche en général, moi, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Je suis d'accord avec Camille, c'est vrai que typiquement en conférence, écouter des gens parler de leur travail de recherche très pointu sur telle méthode numérique appliquée à tel cas test qu'on a vu et revu 3 conférences à la suite, ça peut être un peu soporifique, ça peut être un peu long, et moi aussi j'avoue que je décroche souvent.
Donc pareil, j'ai cherché dans la mesure du possible et avec les limites de formalisme que la recherche demande, hein, bien sûr, parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, évidemment. Mais par exemple, pour mon premier papier, comme on avait travaillé sur une méthode numérique qu'on a fini par appeler la méthode de la chaussette de foil, Ah oui. j'ai choisi d'appeler mon papier Partir du bon pied avec la méthode chaussette. Et en fait, après, c'était plus facile, un peu comme ce que vous disiez pour les illustrations. En fait, quand on a un angle un peu comme ça, après, c'est facile de le décliner. Dans mes slides de conférence, du coup, j'ai pu mettre une vraie chaussette, faire des écoulements autour de la chaussette, dire qu'il faut que la chaussette soit adaptée au bon pied. Et les déclinaisons, après, elles sont faciles, quoi. Donc même vous, dans votre présentation scientifique ou dans les titres de vos articles, vous mettez des blagues. C'est ça. Alors, dans la mesure du possible, hein, faut Oui, faut bien sûr. rester quand même. Enfin, c'est un monde. Du moins, c'est mon ressenti, mais les articles de recherche et globalement les conférences, ça reste quand même un truc de personnes sérieuses qui font de la science sérieuse. Et voilà. Donc, disons, apporter une petite touche d'impertinence ou de désirabilité aussi de la science, que c'est peut-être aussi ça, en notant qu'on peut s'amuser en faisant de la science très sérieuse et sans me jeter des fleurs de haut niveau. C'est quand même important, je trouve. Il existe donc parfois des scientifiques qui font des blagues extraordinaires. Camille, est-ce que vous avez déjà eu des scientifiques qui n'étaient pas contents qu'il y ait des blagues dans les BD? Ah non, ça m'est jamais arrivé. Non, ça se passe assez bien, franchement. Même dès qu'ils sont un peu rétifs au départ. Mais en vrai, les scientifiques ont leur propre humour corporatiste aussi, hein. Moi, j'aime Confirme. beaucoup les pages, je sais pas, PhD memes ou les trucs comme ça. Il y a des blagues Pierre que connaît. Monsieur Robin Ouais, rigole. je confirme, je suis un abonné Et des aussi. fois, moi, je vais utiliser ça dans mes échanges avec le scientifique. Je vais faire des vannes spécifiques à sa spécialité pour lui montrer que je viens en paix et que ça va aller. Ah, ça, ils adorent. Et je me renseigne beaucoup aussi auprès d'eux sur les blagues corporatistes. Et c'est aussi une culture à avoir, je trouve. Mhm. Des fois, les acronymes des projets. Oui, c'est vrai Mais que il y c'est en très a, drôle. ils sont en train de faire des triples sauts péricarpés pour réussir à retomber sur des acronymes qui veulent dire des trucs drôles, hein. Moi, j'ai vu des machins, les projets Croco, les machins, des fois les noms des protéines, quand ils découvrent un nouveau truc, quand ils découvrent, je sais pas, un nouvel enzyme, il y en a qui vont réussir à trouver des noms qui veulent dire des trucs rigolos. Et ils vont être fiers de mettre ça dans leur papier avec leur super acronyme qui veut dire un truc. Donc, en fait, il y a un humour interne, hein, et qui est corporatiste. Et après, non, j'ai pas eu de soucis avec des scientifiques. Oui, effectivement, là, quand j'ai utilisé la fameuse métaphore pour la Lorraine du sandwich, j'ai vu au début la chercheuse un peu coincée, et après, quand on s'est rendu compte, en fait, au fur et à mesure de l'explication, que notre histoire de fabriquer un sandwich fonctionnait tout du long de l'explication et que la métaphore marchait, et t'as tes petits facteurs d'assemblage qui rajoutent les tomates, qui rajoutent la salade, etc. Et qu'en fait, ça fonctionne impec. Et que quand on a un qui est mal fait, tu dois aller voir les conditions de fabrication, parce que bon, il faut rappeler le produit. C'est des trucs qui marchaient tout du long, et là, ça a été quand même mieux. Après, clairement, ça sert aussi, moi, de pouvoir justifier de venir du milieu scientifique. Si j'arrivais purement, je sais pas, mais peut-être qu'en arrivant purement en dessinatrice, si j'avais une formation en art, ce qui n'est pas le cas, peut-être qu'ils me verraient plus arriver comme quelqu'un qui ne prend pas leur travail au sérieux et qui fait des blagounettes. Mais comme je viens du truc et qui voit que je suis prête à faire des concessions, je comprends, je ne vais pas me moquer d'eux, je comprends très bien qu'effectivement, rajeunissement, c'est pas pareil que c'est un terme spécifique que du coup, pour le remplacer pour la dédifférenciation, si c'est déjà un terme qui sert à autre chose, on ne peut pas le mettre. Ou alors que le fait que la protéine est transmembranaire, c'est important de le représenter. Le lecteur, ça ne va rien changer à sa vie. Enfin, le récepteur est transmembranaire. Ça ne va rien changer à la vie du lecteur, mais le chercheur sait. Et ça, je veux que des gens qui sont du milieu et qui lisent la BD se disent « Ok, c'est bon, je reconnais en fait un peu mon sujet. Je n'ai pas honte. Ça ne va vraiment pas m'empêcher de dormir. » Donc, quand ils voient que ça, c'est important, que je ne me moque pas d'eux, que je le prends en compte au maximum, etc., les blagues passent très bien. Des fois, je commence aussi par faire des blagues pires. Et du coup, ils sont très rassurés par voir ce qu'il y a à la fin. Oui, Parce que les blagues que j'ai proposées pendant le labo, des fois, sont 1000 fois pires. Merci beaucoup, Camille et Pierre, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous. Merci à Camille Van Belle et Pierre Robin d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas à consulter les ouvrages Science en bulle de la Fête de la Science, Les oubliés de la science et Dans les pantoufles de Darwin si vous en avez l'occasion. Merci également à Charlotte pour sa chronique, une émission réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodesavoirs.fr ou sur vos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine avec une meilleure voix, je l'espère, pour une nouvelle émission.